en nom collectif peut être sein privé ou paranotarié. C'est vrai. Donc, il peut être sein privé ou paranotarié. Il n'y a aucune obligation au niveau du Code civil qui soit fait par acte notarié, le mandat de représentation. Bon, une autre question, s'il vous plaît. Le courtier demande le mandat. Gênez-vous pas, posez-moi toutes ces questions. Comment? Je dis le courtier. Ne vous gênez pas, vous me posez toutes les questions que vous voulez. Ah, d'accord, merci. Le courtier demande le mandat, ça, s'il y a une clause de retrait du pouvoir de tous les associés. On a dit que les associés dans une société collective, ils ont par défaut, par la loi, le droit d'aliéner. Mais s'il y a une clause de retrait, alors le courtier doit demander le mandat. Sinon, il demande quoi? La procuration, le mandat. OK. S'il n'y a pas de clause de retrait, il demande le mandat quand même, ou bien il demande que pour prouver qu'il est un associé dans cette société? Ah, vous voulez dire, s'il n'y avait pas de clause de droit de retrait, oui, c'est ça. Chacun des associés peut lier la société et vendre. Vous allez quand même demander un mandat, OK? Oui. De l'associé qui a le droit de vendre, va se donner à lui-même le mandat de vente. Ah, d'accord. OK. OK? Ça fait un peu bizarre et on va le voir quand on va parler de l'incorporation aussi, où on a bien souvent un seul actionnaire administrateur de la même compagnie. On a besoin d'une résolution du conseil d'administration et là, les gens disent, ben voyons, je suis seul actionnaire, je suis seul administrateur, c'est à moi, c'est pas à toi, c'est à la compagnie. Donc, il faut qu'il fasse de lui à lui, donc lui en tant qu'administrateur, la nomination en tant que mandataire de la compagnie. Vous suivez? Oui, alors, oui. je pense Alec est gelé, lui. Ça se peut-tu ou. Ouais. Vous voyez, c'est pas juste moi qui gèle, là. En tout cas, où les statuts, ils ne bougent pas. Non, nous, on ne gèle pas, non, on vous voit bien. On voit tout le monde. Non, mais si on voit Alec, là, ah non, il vient de lever les yeux. Oui, mais ça, c'est parce que c'est ton ordi qui gèle, fait que toi, tu nous vois geler, mais nous, on voit tout le monde normal. Ah, c'est moi qui gèle. Donc, c'est moi qui est gelé. OK, on apprend tous les jours. Alors, donc, si on revient, on va se donner un exemple. Donc, on a, par exemple, Giroux. Alors, Giroux est associé. Donc, c'est une société en nom collectif, ENC. Oui, c'est ça, société en nom collectif. Alors, procédure. Alors, pour vendre un immeuble, voyons, c'est bol. C'est vrai que je suis gelé. Alors, procédure pour vendre un immeuble. Donc, de la société. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans un premier temps? Alors, je vais faire, bien sûr, une recherche, alors, au REC. Alors, pour aller chercher, donc, confirmer le statut en vigueur donc de la société. Ensuite, deuxièmement, alors, vérifier alors, le nom donc, des associés de cette société. Ensuite, je vais aller faire une recherche donc, au registre foncier. Alors, pour obtenir le titre de propriété qui sera au nom de qui? De la société. De la société, voilà, merci. Ensuite, alors, comme la société donc n'existe pas, alors physiquement,
Donc, attendez, physiquement. Alors, le courtier doit exiger et non demander, exiger. Alors, il y a une différence en droit entre demander et exiger. Hein. Demander, on laisse le choix. Exiger, on ne laisse pas le choix. Donc, vous devez exiger un mandat alors, pour représenter donc, la société. Alors, naturellement, ici, on va parler d'un mandat alors, qui donne la pleine administration. Bon. Alors, hypothèse 1. Alors, si chacun, donc, des associés, et ça va répondre à ta question, alors, si chacun des associés a conservé la pleine administration alors, de la société, il peut donc être le mandataire de la société pour vendre l'immeuble. Alors, dans un tel cas, il devra quand même donc, fournir donc, au courtier alors, un mandat écrit qui le nomme mandataire. Si les associés n'ont plus la pleine administration donc n'ont plus la pleine administration, alors la société via les associés alors, devra fournir donc le mandataire avec la pleine administration. Donc, qu'on soit de 1 ou 2, on a besoin d'un mandat comme tel. Alors, dans l'un ou l'autre des cas, alors, le mandat devra indiquer donc, par exemple, alors, ici, donc, devra indiquer, par exemple, alors, je sous-signé Jean-Marc Giroux, associé de la société Giroux et Giroux et associés. Alors, mandate Jean-Marc Giroux, mandataire, avec le pouvoir de vendre l'immeuble si haut. Là, on va désigner l'endroit. Ou, donc ça, c'est dans le cas, en fait, alors dans le cas où chacun, donc des associés, conserve la pleine administration. Ce qui est très rare, là, mais c'est dans ce cas-là. Ou sous-signer Jean-Marc Giroux, Pierre Giroux, Julie Plouffe, associé
société, alors Giroux et Giroux et associés. Alors, mandate. Là, on pourrait mandater un des associés comme on pourrait mandater n'importe qui d'autre, le curé du village, si on veut. Mais mettons qu'on va mandater Julie Plouffe. Donc, mandataire. Avec les pouvoirs donc de vendre l'immeuble si au, là on va désigner l'immeuble comme tel. Alors ça, c'est dans le cas où tous les associés doivent donner leur accord pour la vente d'un immeuble. Et par conséquent, pour nommer alors un mandataire à cet effet. J'ai une question. Conserver alors le pouvoir de vendre lui-même en étant mandataire de par la loi parce que la Convention ne lui a pas enlevé ces droits-là. Il fait alors, un mandat alors au niveau un mandat au niveau du Code civil en disant Jean-Marc Giroux nomme Jean-Marc Giroux, mais en réalité, la Convention lui avait enlevé les pouvoirs de pouvoir vendre seul et on aurait dû avoir un mandat qui était signé par tous les associés qui devaient donner leur accord. Est-ce que ça peut arriver dans la pratique une telle chose? La réponse est oui. Alors, on a des petits crosseurs à tous les niveaux. On pourrait avoir un petit crosseur au niveau d'une société où la personne qui vous appelle pour vendre un immeuble pourrait prétendre qu'elle a toujours le pouvoir d'être le représentant avec pleine administration, alors qu'il y aurait une convention qui dirait le contraire, qui serait signée entre tous les associés. Alors, est-ce que moi, en tant que courtier immobilier, j'ai une responsabilité à cet égard-là? Si l'associé me donne un faux mandat, la réponse est non. À moins que vous n'ayez des éléments de croire le contraire. Si vous n'avez pas d'éléments de croire le contraire, vous n'avez pas accès à la convention ou au contrat d'associé. C'est des documents qui sont confidentiels, donc vous n'auriez pas accès à ces documents-là. Alors, vous y allez sur la règle de la bonne foi. Et si jamais le mandataire avait menti ou qu'on arrive chez le notaire et que la transaction tombe, vous ne serez pas dans le trouble parce que vous aurez eu un mandat exigé. Alors, au moment où vous avez inscrit la propriété dans votre dossier, et s'il s'avérait un faux alors que vous n'aviez aucun indice de pouvoir détecter le faux ou de croire qu'il s'agit d'un faux, nous, on est en voiture. Alors, en tant que courtier immobilier, alors en voiture, M. Dingonliu, ça veut dire on est correct. Alors, c'est une expression d'Abitibi, ça, en voiture. Alors, ça veut dire que tout roule sur des roues. Alors, donc, tout est correct. Pardon? Ça veut dire on est dans la bonne main? On est dans l'auto et elle roule bien. On est protégé. Et voilà, on ne tombera pas dans le champ avec la voiture. Elle roule bien. Donc, en fait, ça pour vous dire, nous, en tant que courtier immobilier, on ne devient pas des détectives et des paranoïaques de découverte de fraude dans le sens qu'on doit faire un travail de vérification. Ici, votre travail de vérification, vous l'avez fait. Alors, vous faites votre recherche au REC, vous vérifiez le nom des associés de la société qui va vous donner un indice si celui qui se dit associé est toujours associé ou est associé, vous allez le voir au REC.
Vous faites votre recherche au registre foncier pour aller chercher le titre de propriété. Vous allez chercher votre mandat alors de représentation. Alors, soit un associé se nomme lui-même parce qu'il y a la pleine administration, ou tous les associés en nomment un parce qu'aucun n'a la pleine administration. Si l'information ici s'avère erronée, mais que vous n'aviez pas d'indice contraire, il n'y a pas de problème. Si la transaction tombe au bout de la ligne, l'acheteur va pouvoir poursuivre non pas le courtier immobilier, mais le mandant qui a donné le mandat sur une fausse réalité. Alors, lui, il va engager une responsabilité personnelle d'avoir fait un faux document. Alors, cela étant dit, l'erreur que vous feriez, par contre, c'est au moment où vous inscrivez la propriété et que vous n'exigez pas les documents en question. Alors, vous ne demandez pas le mandat. Vous travaillez avec une personne qui se dit, alors, associé de la société, vous n'avez pas de mandat écrit, même si la personne, elle est au niveau du REC, alors mentionnée comme associé de la société, vous faites une faiblesse au niveau de votre devoir de vérification et vous mettez en péril la transaction immobilière. Alors, si on arrive chez le notaire et que le notaire dit, bon, bien, parfait, mais moi, j'ai besoin d'avoir un mandat, un mandataire avec les pouvoirs parce que la société, physiquement, elle n'est pas là. Alors, je vais aller chercher un mandat. Et là, aucun des associés accepte de donner un mandat pour que le mandataire puisse signer au nom de la société ou aucun des associés ne veut signer l'acte sauf celui qui avait tenté. Bien, la transaction va tomber, mais elle va tomber à cause de quoi? Parce que vous n'avez pas au départ fait vos vérifications appropriées et vous avez mis, et là, vous engagez votre responsabilité professionnelle pour le dommage que vous auriez causé là, à l'acheteur qui, lui, se ramasse à la rue. Et souvent, ce genre de transactions-là avec des sociétés ou des compagnies, c'est dans des transactions immobilières commerciales. Quand une transaction commerciale tombe à cause du manque de travail du courtier immobilier, les dommages peuvent être très, très énormes. Hein? On peut avoir des gens qui achètent des immeubles, qui contractent qui achètent de l'équipement pour une entreprise, qui vont établir dans l'immeuble, etc. Les dommages peuvent être très élevés, donc il faut faire très attention. Alors, pour que votre base soit adéquate pour justement éviter de mettre en péril la transaction. Alors, est-ce que vous avez des questions au niveau de la société en nom collectif? Oui, s'il vous plaît. Oui. Excusez. Est-ce qu'il y a un conseil d'administration dans ces sociétés? On peut dire que les… Non, pas de conseil. En fait, ben, il y a un conseil d'administration. En fait, le contrat d'associé pourrait prévoir effectivement la constitution de conseils d'administration qui serait à travers les associés de la société, mais on n'a pas un conseil d'administration au sens pur et obligatoire qu'on a au niveau d'une compagnie. La compagnie, c'est une obligation d'avoir un conseil d'administration. Donc, par exemple, un syndicat de copropriété, c'est une compagnie, au même titre qu'une compagnie McDonald's, mais ils n'ont pas un but lucratif, ils ont un but non lucratif de gestion d'un immeuble. La loi oblige qu'il y ait un conseil d'administration. Une compagnie, alors au sens de la loi sur les compagnies ou les sociétés par action au niveau fédéral, oblige qu'il y ait un conseil d'administration. Mais au niveau de la société, tous les associés sont les administrateurs de la société, voyez-vous? Donc, tous les associés constituent, si on veut, en guillemets, le conseil d'administration total de la société. Maintenant, à l'interne, de par leur contrat d'associés, peut-être qu'ils pourraient dire on est 12 associés, mais on va se constituer un conseil d'administration, mettons, de 5 associés, puis on va élire le conseil d'administration. Parmi les 12 associés, on va élire les 5, je ne sais pas si ça marcherait, là, 12 sur 5, mais en tout cas, alors on va élire les… oui, il pourrait y avoir ça. Et si, de par le contrat d'associé de la société, il y avait constitution d'un conseil d'administration qui avait les pouvoirs de nommer
un mandataire pour vendre un immeuble, alors ça serait indiqué dans le mandat. Pierre-Jean Jacques, administrateur du conseil d'administration de la société, en vertu du contrat de société, avec pouvoir de nommer un mandataire afin de vendre un immeuble, autorise la nomination de telle personne afin de vendre l'immeuble, blablabla. Mais s'avérer d'une société, ce n'est pas une obligation qu'il y ait dans une société en non collectif un conseil d'administration. Contrairement à une compagnie. Merci. Bienvenue. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la première forme de société qu'on peut avoir au niveau du Code civil. La deuxième forme de société qu'on peut avoir au niveau du Code civil, alors, c'est ce qu'on appelle la société en commandite. Commandite. Voilà. Bon. Alors, en fait, la société en commandite, c'est une société particulière. Particulière en ce sens que c'est des sociétés qui ont des grandes visions, mais qui font souvent patate. Alors, donc, la société en commandite, la première chose qu'on doit retenir, alors, cette société est composée de deux genres d'associés. Donc, elle a premièrement les associés, alors qu'on appelle les commandités. Et on a deuxièmement ce qu'on appelle les associés, donc les commanditaires. Alors, donc, quand on est en présence d'une société, alors en commandite, on a deux formes d'associés dans la société. On a les commandités et on a les commanditaires. Alors, vous allez comprendre pourquoi on a fait deux catégories d'associés dans ce genre de société-là. Alors, quand on parle de commandités, alors ce sont les gens qui ont eu l'idée d'une activité commerciale, mais qui n'ont pas d'argent. Là, je vous vulgarise ça, là. Donc, au maximum, qui n'ont pas d'argent, mais qui vont gérer donc la société. Alors, par la suite. Quand je dis qu'ils n'ont pas d'argent, c'est souvent des projets un peu farfelus. On en a vu, là, les expos ont été un bout de temps sous une société en commandite. C'est souvent des projets, là, à part des expos, là, souvent des projets où on va faire miroiter, là, qu'on va faire bien de l'argent en investissant dans la société. On a un groupe d'individus qui ont une idée merveilleuse de rentabilité et ils n'ont pas une scène pour mettre le projet à jour. Donc, ils vont aller chercher des investisseurs. Alors, les investisseurs vont devenir ce qu'on appelle les commanditaires. Donc, les commanditaires, eux, ne gèrent pas aucunement la société. Donc ne gèrent pas la société. Donc, ils ne font que mettre des sous donc, dans la société. Donc, ils investissent au niveau de la société et ils espèrent, en fait, faire de l'argent. Et tous ces grands projets pyramidales-là, c'est pas nécessairement pyramidal, mais ces grands projets utopiques au niveau de la base de l'entreprise, là, font poup, 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 paf, et les commanditaires perdent souvent leur argent
pour avoir investi dans ce genre de projet-là. Le concept de la société en commandite est quand même intéressant. Si on avait une base, en fait, de projets viables, ça pourrait être intéressant pour des investisseurs, mais l'histoire a démontré que la plupart des entreprises sous forme de société en commandite ont fait capote et les investisseurs ont tout perdu. Mais ils ont tout perdu, mais il y a quand même un avantage pour les investisseurs qui sont les commanditaires parce que les associés qu'on appelle les commandités, ce sont les gens qui ont l'idée, qui gèrent la société. Donc, ce sont, alors, les commandités. Commandités qui sont mandataires de la société. Alors que les associés ne gèrent pas la société, alors ils ne font que mettre des sous dans la société, ils ne sont donc pas des mandataires de la société. Alors, ils ne sont pas des mandataires de la société. La société, donc, en commandite, est distincte. Alors, j'écris toujours de la même façon, distincte de ses membres. Ça veut dire elle a son propre nom. Donc, elle est immatriculée au REC. C'est obligatoire. Alors, elle a, comme elle est distincte, elle a son propre patrimoine. Ce qui veut dire que les biens de la société donc, sont au nom de la société. Alors, chaque associé commandité a une responsabilité semi-limitée. Alors, comme les associés dans une société en nom collectif. Donc, ils ont une responsabilité semi-limitée. Ça veut dire que si la société n'a pas assez d'actifs, donc pour payer ses dettes, alors le créancier pourra donc saisir personnellement donc les commandités. Donc ça, c'est l'inconvénient pour le commandité versus le commanditaire. Alors, chaque associé commanditaire donc, a une responsabilité donc limitée. Sa seule responsabilité est le montant investi dans l'entreprise. Alors, si la société n'a pas assez donc d'actifs pour couvrir les dettes, ni possibilité de saisir les commandités. Donc, elle ne peut saisir personnellement donc, les commanditaires.
Alors, naturellement, si le commanditaire n'a pas endossé, c'est-à-dire n'a pas cautionné personnellement les activités de l'entreprise, le concept et la différence vraiment entre les commandités et les commanditaires, c'est vraiment, pardon, la responsabilité. On dit que l'un est responsable alors que l'autre n'est pas responsable. Alors, le commanditaire, lui, va investir, mettons, 100 000 dans le projet. La société accumule 5 millions de dettes. Les commandités n'ont plus un sou. Il reste 1 million d'actifs. On va saisir le 1 million d'actifs de la société. On va essayer d'aller voir personnellement les associés à leur commandité. Ils n'ont pas un sou. Ben, c'est just too bad. Les créanciers vont se lécher la patte parce que même si les commanditaires étaient personnellement multimilliardaires, on ne pourrait pas venir chercher un rond alors des commanditaires parce qu'ils ne gèrent pas l'entreprise, ils ne sont pas mandataires et le concept de la loi, quand on parle d'une société en commandite, alors si je suis catégorie associé commanditaire, j'ai une responsabilité semi-limitée. Elle est semi-limitée en ce sens que tout ce que je peux perdre, c'est le montant que j'investis au niveau de l'entreprise comme telle. Donc, tout ça pour dire, alors, procédure à suivre. Alors, pour vendre un immeuble, donc, à suivre pour vendre un immeuble. Alors, d'une société en commandite. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, premièrement, je vais faire ma recherche alors, au niveau du REC. Pourquoi? Pour confirmer donc le statut donc, en vigueur de la société. Alors, deuxièmement, je vais faire une recherche donc au registre foncier. Alors, qui va confirmer le titre de propriété au nom de la société. Troisièmement, je vais, comme la société n'existe pas, alors physiquement, elle devra être représentée par un mandataire. Donc, mandat, donc le courtier, en fait, devra exiger donc, un mandat de la société. Alors, mandat signé par les commandités. L'un des commandités, selon les exigences alors, de la convention d'associés. Alors, on revient au même concept que la société en non collectif. Alors, si on a besoin donc de l'ensemble, de l'accord de l'ensemble des commandités, alors pour vendre l'immeuble, donc pour donner le mandat pour vendre l'immeuble, on va avoir l'ensemble des associés qui vont signer le mandat. Aussi, chacun des associés a le pouvoir alors de lier la société. Alors, un seul va signer le mandat qui nomme le mandataire au niveau du mandat. Donc, le courtier devrait exiger un mandat de la société, alors nommant donc, le mandataire avec la pleine administration. Alors, la pleine administration pour vendre l'immeuble. Vendre ou
acheter, bien sûr, un immeuble. Alors, voilà pour la société à commandite. Et je voulais juste revenir au niveau de ma société. Attendez. Là, ça, c'est ma société en commandite. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez. En non collectif, oui. Alors, donc, je veux juste revenir au niveau de ma société en non collectif. Alors, une fois que j'ai fait ma procédure puis j'ai mandat, je veux juste indiquer sur le contrat, donc le courtage. Alors, le vendeur sera désigné donc comme suit. Donc, quand vous allez compléter le mandat, pas le mandat, mais le contrat de courtage, alors sur le contrat de courtage, comment vous allez désigner le vendeur propriétaire de l'immeuble? Bien, tout simplement, alors, par le nom de la société, donc Giroux et associés, donc société en nom collectif, alors représenté par X. Donc, vous allez mettre le nom du mandataire avec son titre, mandataire, avec les coordonnées donc, du mandataire. Donc, c'est comme ça qu'on va désigner, en fait, le vendeur sur la vente d'un immeuble appartenant à une société en nom collectif. Si on est sur une société en commandite, alors la société en commandite, c'est attendez, j'ai un blanc de mémoire. Société SEC. SC. SCC peut-être, de C. Non, société en commandite. J'ai un blanc de mémoire. Je vais y revenir. Je vais aller vérifier à la pause. Là. SENC, société SENC. Celle-là, j'ai mis quoi là? Attendez. Ça, c'est la société CENC. CENC ici. C'est société en nom collectif. Puis l'autre, c'est CEC. C'était en commandite. L'autre, c'est SENC, je vais te dire. L'autre, c'est c'est ça. Donc, ici, CEN.C, société en nom collectif. Tandis que la société en commandite, donc la désignation, du vendeur sur le contrat donc, de courtage devra se faire comme suit. C'est exactement la même affaire que l'autre. Sauf que c'est juste, donc si on va faire un copier et on va faire un coller. Donc, Giroux, SEC pour société en commandite représentée par X mandataire avec les coordonnées du mandataire. Donc, quand on a des régimes de représentation, vous allez le voir avec l'AMI en droit immobilier, alors avec les tutelles, les curatelles, et qu'on le désigne sur le contrat de courtage, on ne met jamais seulement au niveau de la désignation, c'est-à-dire la case où on indique le vendeur sur le contrat de courtage, on ne met jamais, en fait, juste le nom du mandataire. Parce que le régime de représentation, quand je mandate une personne pour vendre un immeuble, ça ne lui donne pas le droit de propriété, là, on s'entend. Donc, à partir de là, on ne doit pas mettre uniquement le nom du mandataire comme vendeur dans la case section vendeur du contrat de courtage, parce qu'on viendrait prétendre que le mandataire est le propriétaire de l'immeuble, ce qui est tout à fait faux. Alors, donc, il faut toujours mettre le nom du représenté. Même s'il n'est pas là pour signer les documents, c'est lui qui est propriétaire de l'immeuble. Donc, on met le nom du représenté, en représenté par X mandataire, avec les coordonnées, alors bien sûr, du mandataire comme tel.
Ensuite, nous avons alors la troisième forme de société, alors qu'on appelle la société en participation. Alors, la société en participation, c'est lorsque plusieurs personnes alors exercent la même activité commerciale et partagent uniquement les frais tout en conservant les profits individuellement. En fait, je devrais dire leur profit. Alors, ce genre de société, on appelle ça en fait une société de dépenses. C'est-à-dire, il y a un regroupement, par exemple, d'avocats, de notaires ou autres professionnels qui disent on va se partir une société, alors on va participer tout le monde aux dépenses, mais on va garder chacun de nos revenus, on ne partage pas nos profits entre nous. On va appeler ça une société de dépenses. Ce qui est important, ce genre de société n'existe pas juridiquement. Ça veut dire que la société en participation comme telle, alors juridiquement, ça n'existe pas. Factuellement, c'est-à-dire dans les faits, ce genre, on appelle ça une société en participation quand on a plusieurs personnes qui se regroupent dans un local, mettons, commun, les avocats ensemble, partagent la secrétaire, pas la secrétaire, mais le salaire de la secrétaire, ils partagent la papeterie, le loyer, mais chaque client est leur client, chaque scène de revenus qu'ils font vont dans leur portefeuille ou sacoche respectifs. Alors, ce n'est pas, comme la société, alors, n'existe pas juridiquement, elle n'est pas immatriculée au REC. Alors, il s'agit d'une société de fait, c'est-à-dire de fait plusieurs personnes alors sont unies pour payer uniquement les dépenses communes. Donc, chaque associé demeure propriétaire de ses biens. Donc, chacun des associés pourrait utiliser donc, si l'un des associés fournit un immeuble, l'immeuble ne devient pas au nom de la société, puisque juridiquement, il serait impossible de mettre des biens au nom de cette société. Il n'existe pas. Donc, chaque associé est propriétaire en propre du bien qui
lui appartient. Là, vous allez dire, mais pourquoi qu'on en parle d'une société en participation si juridiquement, ça n'existe pas, etc. Parce que dans les faits, factuellement, on a des regroupements de plusieurs personnes qui sont unis pour payer uniquement les dépenses communes. Donc, en fait, quand on a plusieurs personnes qui sont unies pour payer les dépenses communes, ben, on s'entend que c'est un regroupement d'entreprises individuelles, on est d'accord? D'entreprises individuelles dont chacune paye sa part des dépenses communes. Alors, exemple, une partie du local, etc. Électricité, chauffage. Donc, comme on dit que chacun des associés est propriétaire en propre du bien qui lui appartient et jamais que, par exemple, un immeuble pourrait être au nom d'une société en participation parce que juridiquement, elle n'existe pas. Alors, ça veut dire que le protocole à suivre pour vendre un immeuble est très facile. Donc, protocole à suivre. Donc, pour vendre un immeuble, utilisé par une société en participation. Donc, 1. Alors, pas de recherche. Donc, au REC. Puisqu'elle n'est pas fichée. En plus, qu'elle n'est pas immatriculée, n'existant pas. Alors, juridiquement. Deux. Alors, on va faire une recherche au registre foncier. Alors, pour aller chercher quoi? Aller chercher le titre de propriété qui démontre quoi? Qui va démontrer quel associé est personnellement propriétaire de cet immeuble. Et cet associé donc pour la vente de l'immeuble. Alors, ça, c'est comme une vente d'un particulier ordinaire, d'une personne physique ordinaire. Exactement, d'une entreprise individuelle ordinaire, une personne physique qui n'est pas une entreprise, etc. Vous avez tout compris. Alors, la désignation donc, du vendeur sur le contrat de courtage. Pas de courage, mais de courtage. Donc, on va mettre le nom du propriétaire, la personne physique, avec simplement ses coordonnées. Alors ici, on ne parle pas de représentation, on ne parle pas de mandat. Je suis avec le propriétaire directement de l'immeuble. Donc, à partir de là, il signe, comme vient de dire votre consoeur. On revient à la base que c'était comme si c'était la vente faite par un simple particulier propriétaire de l'immeuble ou encore propriétaire de l'immeuble qui exercerait sous une entreprise individuelle. Comprenez-vous? Alors, on revient exactement au même concept qu'à la base.
parce que la société en participation, c'est vraiment alors, des entreprises individuelles qui se regroupent, mais uniquement pour des dépenses. Mais juridiquement, cette entreprise-là n'existe pas. Alors, avez-vous des questions à ce niveau? Sur ce qu'on vient de voir. Moi, j'ai une question concernant la société en nom collectif. On a dit il se peut que ce soit 2 avocats, 2 notaires qui font cette société. Mais est-ce que dans ce cas-là, même les honoraires des notaires ou des avocats sont partagés entre tous, même si… C'est en nom collectif, oui. Ah. Oui, oui. Parce que donc autrement dit, Giroux et Giroux avocats, mettons qu'on est 5 dans le bureau, on reçoit des clients, on facture nos clients, on prend le revenu, on met ça dans le même pot. Même si vous, en tant qu'avocat, peut-être vous avez plus de clients, vous avez plus de travail. Ah, ben là, c'est là le problème. C'est que s'il y en a un qui roule plus que l'autre, etc., ben c'est là que la chicane risque de pogner. Alors, c'est pour ça que quand on est dans une société en non collectif, il faut être conscient que ça se peut que moi, je travaille et que je donne plus au niveau de la société. Donc, pour contraindre les chicanes et les litiges, ben, la Convention d'associés peut prévoir un partage des profits inégal. Comprenez-vous? Donc, on peut dire, ben, vous allez avoir 70 %, moi, j'aurai 30 % parce que toi, tu as 25 ans de pratique, moi, j'en ai 5, mettons. Alors, c'est sûr que ta clientèle n'est pas la mienne. Donc, au début, on peut prévoir un partage inégal du partage des profits pour que moi, j'en conserve le plus, autant de mes propres revenus que des revenus à toi et vice-versa pour éviter les litiges. Donc, ça, c'est des choses à prévoir au moment. Mais définitivement, quand on est dans une société en non collectif, on ne peut pas exclure aucun associé du partage des profits. Oui. Et ici, on appelle, ce sont des parts. Pour chaque associé a une part, pas une action. Non, exactement. C'est des parts. Dans la société, ce sont des parts, effectivement. Ce ne sont pas des actions. Les actions, c'est dans la compagnie. Oh, d'accord. OK, merci. Oui. Bienvenue. Alors, voilà. D'autres questions au niveau des sociétés au sens du Code civil? Oui, j'aurais une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on doit retenir toute l'information concernant les structures de chacune des compagnies ou d'entreprises ou on retient seulement le protocole pour la mise en vente de chaque propriété avec la documentation qui doit être demandée? Alors, je suis là. Alors, c'est moi qui ai gelé ou c'est vous qui avez gelé? Ça a l'air que c'est moi qui viens de geler. Oui. C'est vous. Exact. Je viens de geler. Alors, je suis dégelé. Donc, qui avait une question? Pardon, c'est moi, Félix. Oui, Félix. D'accord. Je vous ai demandé si pour l'examen, en fait, est-ce qu'on doit retenir les structures de chaque sorte de compagnie, d'entreprise, ou bien si on retient seulement le protocole pour la mise en vente de la propriété? Bon, techniquement, je te dirais que le plus important, c'est vraiment le protocole. OK? Sauf qu'il peut y avoir des questions parce qu'en première session, on vous donne les ingrédients pour faire un gâteau. Hein? En dernière session, on va vous demander juste le gâteau. On ne demandera pas les ingrédients, mais il faut quand même prévoir certains ingrédients pour arriver à ton protocole de mise en vente de l'immeuble. Donc, il se pourrait qu'il y ait des questions sur le contenu même de l'entreprise, genre nommez-moi un avantage ou un inconvénient d'être sous société en commandite pour les commanditaires, mais la question va être beaucoup plus sur une mise en situation. Vous rencontrez telle personne qui appartient à telle société, veut vendre un immeuble, quel est votre cheminement professionnel? Bon, on parle du protocole, bien sûr, parce que vous n'êtes pas au niveau de la gestion d'une société.
vous êtes au niveau de la vente d'un immeuble qui peut appartenir à une entreprise. Donc, oui, c'est plus le protocole. Mais ça, ce n'est pas la matière pour votre premier examen, là. Tu l'as, Jean-François, t'es gelé? Ah, vous allez dire, c'est moi qui ai gelé? Ah. C'est Félix, par contre, je pense, qui a posé la question. Oui, c'est ça. C'est parce que vous avez dit Jean-François, peut-être c'est pas reconnu. Ah, excusez, c'est ce que je voyais de JF. Alors, Félix, est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci bien. Bienvenue. OK, d'autres questions sur ce qu'on vient de voir avant la pause? Ah, pas d'autres questions? OK, parfait. Alors, on va prendre une pause. Je vous annonce en primeur qu'après la pause, il n'y aura pas de nouvelles matières. Alors, cet après-midi, j'arrête là parce que le prochain volet, c'est les compagnies. Alors, ça, j'en ai au moins pour 3-4 heures sur les compagnies. Alors, je ne veux pas commencer une demi-heure pour revenir. Donc, après la pause, il s'agira d'une période de questions pour ceux qui auraient des questions sur la matière pour l'examen la semaine prochaine. Ceux qui n'ont pas de questions, ben, vous êtes libres, vous pouvez quitter et on se reparle quant à nous vendredi prochain, le 15. Alors, ceux qui ont des questions, ben, au retour à la pause, je répondrai à vos questions. Alors, Steve, est-ce que tu as une question? Ben oui, en fait, si c'est possible, à ce moment-là, d'avoir une réponse déjà. Votre examen, le premier, vendredi prochain, en après-midi, on a un cours le matin. Oui. Excellent. L'après-midi, on a 3 heures pour faire l'examen. Est-ce qu'on reçoit l'examen à 1 heure, puis on a 3 heures, il faut vous le remettre exact. à la fin? Vous allez recevoir l'examen, on va se connecter à 1 heure, on va dire un petit mot bonjour si on ne gèle pas. Je vous envoie l'examen par Mio. Vous avez 3 heures pour me le retourner par Mio. Et ça comptera pour 30% cet examen. Oui, premier examen 30%, puis vous le faites ligne fermée. Parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Michael, avais-tu une question? Non. Non? Non. OK, excellent. Donc, pas d'autres questions avant la pause? Alors, parfait. Donc, on va à la pause. Alors, 20 minutes, il est 14h25, donc on revient à 14h45. Alors, ceux qui nous quittent, ben, je vous souhaite une excellente soirée, une belle fin de semaine. Profitez-en. C'est un des derniers longs congés. Alors, avant les cadeaux. Alors, de Noël. Donc, soyez prudents. Et pour ceux qui auraient des questions, je vais être de retour à 14h45 pour répondre à vos questions. Alors, donc, bonne pause à tous. Merci, vous aussi. Ah oui, je voulais juste vous dire avant que vous quittiez, là, si vous quittez, les notes de cours d'aujourd'hui, je vais vous les envoyer uniquement quand on va avoir terminé, en fait, le volet des genres d'entreprise. Je vais vous envoyer le document complet. Donc, au lieu de vous envoyer une partie ici, puis le prochain cours, l'autre partie, on va voir l'ensemble des parties parce que de toute façon, ce n'est pas matière à votre examen. Alors, la semaine prochaine, je vais compléter les formes d'entreprise, puis je vais vous envoyer un document uniquement complet sur les formes d'entreprise. Merci. Okay. Merci. Merci.
خاصة من ناحية الكهرباء كيف تطرق هذه المواطن خارجة؟ أولا تحية إلى الأستاذية أهم شيء مسألة السعودية بدون أوهام كل يعرف الأزمة بأسرع نظر الولي العهد السعودي وهذا الأمر لم يتعلق فقط بل بالإعلام محمد بن سلمان على الأرض خاصة بعد فرعون خاصة بعد قال الرئيس سعد الحريري 24 ثاني 21 تشرين ثاني 2017 واستمرار تنفيذ الذي فرض على الرئيس لمنع
وصولا إلى الله بجلسة صارت بواشنطن في إحدى اللقاءات الخاصة الشخصية اللبنانية وشخصية الدبلوماسية السعودية من شهرين. هذه الشخصية أصرت بالوضوح على أن لبنان غير موجود على شاشة ولي العهد السعودي، وأيضا بمعلومات صدقت بعد اتصال مقرون الأخير بولي العهد السعودي عمليا لم يتغير الموقف السعودي بأصل النظر إلى لبنان، وإن كان محمد بن سلمان